Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être inscrits à ce chouette atelier. Encore d'autres intervenants après moi. Alors vous l'entendez peut-être, je suis un petit peu émue de me trouver ici pour deux raisons. La première, c'est que, vraiment émue, j'ai toujours promis aux citoyens sinistrés d'aller jusqu'au bout et que jusqu'au bout je ne lâcherai rien et je porterai le plus loin possible leurs différentes recommandations. Et donc le fait d'être ici, merci à Antoinette de m'en donner l'occasion. Je suis tout simplement émue. Alors il y a une autre raison qui est peut-être... tu dis ? Il faut pousser sur vert parce que là tu as dû pousser sur noir. Ah voilà. Je vais mettre cette affaire-là par là. Alors l'autre raison où je suis un peu émue, c'est tout à fait personnel. Ma maman est originaire de Mons et chaque année, on a l'habitude de venir au Doudou. Et vous serez tous d'accord avec moi qu'en 2021, il n'y a pas eu de doudou. Et je pense qu'à tous, il nous a manqué ce crin pour s'assurer qu'on avait du bonheur et qu'on était protégés pendant cette année. Oui, parce que 2021, vous le savez tous, c'est l'année où le GIEC nous avait prévenu, les experts climatiques nous en avaient parlé, mais c'est l'année où nous avons tous été surpris par la violence causée par les inondations. J'étais le lendemain des inondations, le 15 juillet à Verviers. Franchement, j'ai vécu un paysage de guerre et c'est ce qu'en disait ma maman qui a aussi vécu la guerre. Alors, ces inondations ont touché entre autres une région qui était déjà fragile. Et en tant que bénévole, nous avons tous compris qu'une gestion de crise en situation extrême n'avait pas été prévue. Personne n'avait été entraîné à travailler ensemble. Et on a tous compris que le chemin de la reconstruction serait long. Et quand je parle de reconstruction, je veux parler de construction matérielle pour les maisons, mais beaucoup plus important, la reconstruction mentale et physique des personnes. On sait bien que le gouvernement s'est rassemblé, a très vite débloqué d'énormes moyens. Ça s'est fait d'ailleurs en plusieurs fois. Il y a pareillement eu un état des lieux, mais nous, en tant que citoyens, on n'a pas eu droit à suivre l'évolution de cet état des lieux. Alors, qui suis-je ? Mon nom est Anne Durieux, je viens d'Arlon. Et oui, je suis enseignante de formation, je suis responsable d'audit de fonds d'investissement dans mon métier et aussi responsable de gestion de risques. Et pendant les inondations, j'ai été bénévole dans les provinces qui ont été inondées, donc la province de Luxembourg, tout ce qui est Othon-Barvaux et aussi la région de Virton, plus en Gaume, pour ceux qui connaissent, pas loin d'Orval, ça va peut-être aider beaucoup de gens. Aussi la province de Namur, tout ce qui avait Rochefort-Gemelle, et puis beaucoup dans la province de Liège, comme vous pouvez le savoir. Alors pour ça, on a amené des biens, des vivres, on a aidé les gens à nettoyer leurs maisons. Et dans tous ces événements-là, à un moment donné, est arrivé un autre événement qui a aussi géré beaucoup d'émotions chez tout le monde, et c'est à juste titre, c'est la guerre en Ukraine qui s'est passée en février. Et la raison pour laquelle j'ai mentionné la ASBL Belgide, c'est parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que les dons, au lieu d'arriver à Liège, tout doucement allaient vers l'Ukraine, et c'était, comme je l'ai dit, tout à fait normal. Et cependant, nous, on s'est dit, si on veut continuer à aider les gens de la province de Liège, on a décidé de se mettre en ASBL. Nous avons créé l'ASBL Belgide. Alors, vous l'aurez compris, nous, on était régulièrement sur place. Je dis nous parce que nous étions un groupe. Et comme on va régulièrement dans les mêmes endroits, les gens se confient sur leur mal-être et les gros problèmes de relogement. Et ce qu'on a vraiment vu, c'est des gens qui étaient vraiment à bout. Et donc, ce qu'on a décidé en décembre 2021, c'est de créer un collectif de citoyens pour venir en aide aux personnes sinistrées qui s'appelle les Petits Robins des Toits. Alors, à ce moment-là, on sollicite les acteurs du logement et aussi tous les cabinets ministériels. On est allé rendre visite au cabinet ministériel, on n'a jamais vu les ministres, de Madame Montréal pour tout ce qui était l'aspect santé, mal-être des gens, parce qu'on entendait aussi parler beaucoup de suicides. On a été visiter le cabinet du logement pour tout ce qui était relogement, aussi les 3 cabinets concernant l'enseignement, je vais vous expliquer pourquoi. Donc les 3, pourquoi on a vu le cabinet de Madame Désir, Glatigny, Borsu, donc vous donne un peu une idée que c'est très compliqué en Belgique.
Et on a eu la chance aussi d'être dans ce projet soutenu par le gouverneur de la province de Liège, qui nous a reçus en personne et nous a vraiment soutenus, conseillés dans ce projet. On a aussi eu la chance de pouvoir rencontrer les personnes du commissariat à la reconstruction, le réseau wallon de la lutte contre la pauvreté, les CPAS, le directeur de CPAS, le directeur de la Société wallonne du logement, et on a continué à aller voir les différents bourgmestres et acteurs, des personnes qui pouvaient nous aider dans notre projet. Quand on va les voir, on leur dit que les gens ne sont pas bien et qu'il y a des problèmes de logement. Ce qu'on fait aussi pendant ce temps-là, on répertorie dans une après-midi une trentaine de logements sociaux vides. Certains nous disent que bon, il n'y a pas de souci, tout le monde est relogé, tout va bien, mais on voulait vraiment démontrer qu'il y avait un souci. Et d'après les habitants, le souci qu'il y avait, c'était que souvent les maisons ne leur étaient pas attribuées tout simplement parce que le logement social avait besoin de travaux. Et donc on a eu cette idée d'impliquer les stages des élèves des écoles techniques et professionnelles en bâtiment, que ces stages pourraient être effectués dans des bâtiments publics ou peut-être privés. Et donc nous avions besoin de rencontrer les ministres de l'enseignement. Pourquoi ? Parce que la façon dont la loi et les règlements sont écrits, ce n'est pas possible que les stagiaires se déplacent comme ça. Donc on voulait, à situation exceptionnelle, avoir une dérogation dans un temps imparti pour venir en aide aux citoyens. Alors à ce moment-là, on a remarqué que aussi les cabinets ministériels étaient d'accord, ils ne se parlaient pas tous, donc on a provoqué avec l'aide du gouverneur de la province de Liège une réunion interministérielle pour laquelle j'ai préparé l'agenda. Cette réunion a eu lieu, mais en tant que citoyen, la première, apparemment, on n'a pas le droit d'y assister, donc on s'est senti quand même un petit peu éloigné de l'histoire. J'ai dû appeler pour savoir si la réunion s'était bien passée. Apparemment, oui, notre idée était géniale. La deuxième réunion, où nous devions être conviés, n'a jamais eu lieu. Alors, ce qu'on a fait, puisque on n'était pas trop écoutés, on en a eu recours à la désobéissance civile. On a ouvert un logement social inhabité. On en avait repéré 30. On en a ouvert un. On l'a ouvert de façon prudente. On avait avec nous un avocat, un électricien, un chauffagiste, un expert en sécurité de bâtiment. Et quand on était certain que le bâtiment qu'on avait ouvert était sécurisé et que les familles qui allaient venir habiter étaient sécurisées, les personnes sont venues. Et curieusement, à ce moment-là, les choses se sont réveillées, tout simplement parce que les politiques et les gestionnaires de logements publics avaient peur que d'autres logements soient ouverts. Et donc, à ce moment-là, on a essayé de taire l'affaire. Et bon, nous, on ne s'est pas tu, mais à ce moment-là, ils ont mis des choses en place pour que les rénovations se fassent plus vite, comme quoi c'était possible. Ce qu'on a fait, nous, puisqu'on avait toujours des demandes de relogement, on a créé un formulaire où les gens pouvaient s'inscrire, où on les aidait. Comme ça, on avait vraiment un listing. Après, nous pouvions aller voir les responsables du logement pour reloger ces gens-là. Et après, les situations qui étaient vraiment difficiles à résoudre, nous avons quand même eu la chance d'avoir l'appui du cabinet du ministre du Logement, à qui on pouvait faire part des cas difficiles. Et donc lui faisait vraiment un suivi étroit et s'assurait que les personnes étaient relogées. Il faut savoir aussi que dans toute cette aventure, j'ai fait un compte-rendu hebdomadaire au gouverneur de la province de Liège et nous avons régulièrement continué à contacter le commissariat à la reconstruction qui, lui, pouvait envoyer les infos au cabinet ministériel directement. Alors, un constat. Voilà. Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé aujourd'hui. Personne n'avait été entraîné pour faire face à cette situation d'urgence d'une telle ampleur. La culture de risque, vous êtes d'accord, est faible, on en parle beaucoup. Mais ce qu'il y avait aussi, c'est que nous, en tant que bénévoles, on a dû se débrouiller entre nous. Donc il y a la coordination, l'action, rien n'était prédéfini, testé. On a un camion rempli de biens, où va-t-on avec, qui a besoin d'aide? Tout ça, rien n'était organisé. Les politiques, les cabinets ministériels en tout cas, n'étaient pas prêts à s'enrichir du retour des citoyens. Les citoyens sinistrés se sont sentis vraiment désemparés et on avait organisé une marche en septembre de Verviers à Pepinster, marche silencieuse, vraiment dans le respect. Ils disaient tous, ils se sentirent abandonnés par l'État et ils se disent encore aujourd'hui. Alors, la bureaucratie, quand l'eau a emporté tous les documents et que l'assureur vous demande donnez-moi
tous vos papiers. C'est difficile, il faut recréer un dossier et tout le monde n'est pas prêt à le faire, tout le monde n'a pas la capacité. Certaines personnes, comme je l'ai noté, sont en fracture numérique et la fracture numérique est vraiment importante. N'oubliez pas ici que les eaux vont aussi, pour certaines personnes, emmener le PC avec toute l'historique, etc. Et quand les sociétés d'assurance viennent chez vous, ce qu'elles ont eu, excusez-moi, le culot de dire à certaines personnes précarisées, écoutez, on ne va pas refaire le dossier, c'est trop de papier, je comprends que vous avez du mal, je vous propose un forfait de 30 000 €. Et quand vous êtes précarisé, qu'est-ce que vous faites? Vous dites oui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons rencontré cette personne, c'est un cas que je connais, donc je peux en parler. Et bien, ce monsieur m'a dit, maintenant, les devis sont faits, j'ai besoin de 70 000 € pour refaire ma maison. Et c'est pour ça que je trouve assez culotté de la part d'une société d'assurance à qui ce pauvre monsieur payait son assurance. Et ce monsieur se retrouve avec un Mali de 40 000 €. Et donc, d'où l'importance d'avoir des ASBL et des personnes maintenant qui vont le soutenir pour venir l'aider à rénover son bâtiment. On a aussi un retour des personnes porteuses de handicap. Personnes sourdes, malvoyantes n'étaient pas vraiment incluses dans toutes les actions. Alors, des recommandations, ce sont pistes d'idées, que je devrais peut-être plus appeler ça aussi. C'est qu'à mon avis, le citoyen doit faire partie de la solution. Et quand vous lisez les recommandations du Parlement wallon, les 161 recommandations mentionnent une fois le mot bénévole en disant tiens, les bénévoles, ce serait peut-être bien, si ça arrivait encore une fois, de leur octroyer une assurance. Mais en aucun cas, dans les 161 recommandations, on parle du fait que le citoyen ou les bénévoles devront faire partie de la solution. Et donc ça, je pense que la leçon n'est pas encore prise. La culture de risque est inexistante et donc moi ce que je proposerais, ou un autre groupe proposerait, c'est d'avoir un service citoyen. En France, ça existe. Je pense qu'après vos études, vous avez 6 mois, 1 an pendant lesquels vous pouvez aider la population, mais on pourrait utiliser ce temps pour peut-être former les jeunes diplômés à cette culture de risque. Soit ces groupes-là pourraient rester en étant en groupe, actionner le jour où il y a un événement, ou bien on offre la possibilité à des citoyens de rejoindre un groupe et d'être le groupe task force en cas d'inondation. Alors les assureurs, là j'en ai parlé, donc je vais arrêter de les bombarder. Mais bon, je pense que vous avez compris mon avis sur la chose. Et à ce moment, il y a eu des inondations récemment. Et on a eu le cas d'un monsieur qui a reçu de son assurance le fait qu'à partir du moment où il avait été sinistré, inondé, l'assurance ne le suivait plus. Donc il y a vraiment un souci. Est-ce que les assurances sont encore adaptées à notre situation climatique? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des assurances à des prix décents pour que tout le monde puisse s'assurer? Donc c'est toute une question qu'il faut faire. Il y a besoin d'une simplification administrative. L'État nous demande plein de choses, or que de vous à moi, ils connaissent tout sur nous, ou pratiquement. Un suivi transversal, oui, donc on parle des gens qui sont en mal-être de santé, les gens qui ont un souci de maison, les gens. Non, voyons le citoyen vraiment de façon transversale et suivons toutes les problématiques dans leur ensemble. Au niveau coordination logement, en fin mars, moi j'ai rencontré les 6 personnes qui ont été engagées par la VIC, qu'on appelle les DACI, dispositifs d'accompagnement social suite aux inondations. Et ces personnes-là, en fait, étaient un petit peu perdues. Et elles m'ont dit, mais nous on a des gens à reloger, on va venir te les donner. Et moi je leur ai dit, écoute, je pense que maintenant, moi, c'est plutôt toi, ton rôle à rechercher, à reloger ces personnes-là. Et ce que j'ai fait, d'où l'importance de ma formation d'enseignante peut-être, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement passé du temps avec les 6 personnes engagées par la VIC. Je leur ai expliqué mon parcours, je leur ai expliqué les ficelles, comment trouver des logements. J'ai partagé de fameux formulaires et ensemble, on a pu avancer. La dernière chose, petite recommandation, toujours rénover les logements publics, pouvoir déroger au marché public, donc à situation urgente, pouvoir prévoir des dérogations pour venir en aide aux différentes personnes. Et voilà, ça termine mon intervention. Je pense que je suis presque dans les temps. Je vous remercie pour votre écoute et je passe la fameuse télécommande à Antoinette.